Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Le bras de fer entre Human Rights Watch et le gouvernement rwandais se poursuit. Kigali conteste les conclusions d'un rapport de l'ONG américaine sur des exécutions sommaires commises par les forces de l'ordre. Publié en juillet dernier, ce document recensait 37 cas d'exécutions extrajudiciaires commises par la police, l'armée, voire par le DASSO, un organe de maintien de l'ordre mis en place en 2014. Human Rights Watch est notamment accusé d'avoir présenté comme mortes des personnes toujours vivantes ou décédées de causes naturelles. Face à ces deux versions, des versions totalement contradictoires, notre journaliste Thijs Broek a décidé de mener sa propre enquête. Voici son reportage. Cet homme serait revenu d'entre les morts. Selon Human Rights Watch, Alphonse Majembele aurait été exécuté par la police le 22 septembre 2016 pour avoir volé une vache. Il est pourtant bien vivant, et lorsque la Commission nationale rwandaise des droits de l'homme, la NCHR, vient à sa rencontre, il tombe des nues. Quand on m'a appris la nouvelle, ça m'a fait peur. Je me suis demandé comment la personne qui a publié ça a pu obtenir de telles informations. Parce que je suis bel et bien vivant, et je ne suis pas un voleur, et on m'a retrouvé ici. Il serait la preuve vivante que le rapport de l'ONG est un tissu de mensonges. En juillet dernier, Human Rights Watch a documenté 37 cas d'exécution extrajudiciaire commises par la police ou l'armée sur des voleurs. La Commission rwandaise des droits de l'homme a voulu décrédibiliser le rapport cas par cas. Il y a 7 qui sont retrouvés vivants. Il y en a 4 qui sont décédés d'une mort naturelle. Il y en a 10 qu'on n'a pas retrouvés là où ils étaient reportés. Encore, il y en a d'autres qui ont été tués par les gens, par les individus à titre personnel. Après ces révélations, la toile rwandaise s'est enflammée et le hashtag HRWLies, comprendre Human Rights Watch ment, est arrivé en tête des tendances au Rwanda. L'affaire est devenue un enjeu national. Le rapport a été présenté devant le Parlement, réuni en session plénière. Un député a même insulté de chien le directeur de Human Rights Watch. Les parlementaires ont recommandé au gouvernement de revoir l'accord qui permet à l'ONG d'enquêter dans le pays. Mais plusieurs incohérences dans la version rwandaise nous ont mis la puce à l'oreille. L'Alphonse Majembele ressuscité via Boneza, alors que le cas de Human Rights Watch se serait déroulé dans un secteur voisin, celui de Nyagahinika. Nous avons pu retrouver son village, Rukombe, dans cette vallée. Hors caméra, un témoin assure qu'Alphonse Majembele a bien été tué pour un vol de vache et qu'il n'avait que 36 ans. Alphonse était devenu vagabond. Il vivait dans la nature et je ne le voyais pas souvent. On l'accusait de voler des vaches. Il habitait avec ses grands-parents jusqu'à ce que ces derniers décèdent. L'entretien sera interrompu par les autorités locales. Le ressuscité ne serait-il donc qu'un homonyme? La différence d'âge entre les deux, près de 30 ans, semble le confirmer, mais impossible de l'affirmer en l'absence de papier d'identification. Nous décidons donc de pousser plus loin notre enquête. L'un des cas les mieux documentés par Human Rights Watch est celui de Fulgence Rukundo. Nous retrouvons facilement sa trace. Dans ce village, tout près du lac Kivu, hors caméra, plusieurs personnes se souviennent de ce jour de décembre 2016. Cet homme accepte de nous amener sur les lieux de l'exécution présumée de Fulgence. Les gens du coin disaient qu'il avait volé une vache. Ils l'ont attrapé, l'ont traîné jusqu'à cette route et l'ont recouvert avec la carcasse de l'animal. Ensuite, ils ont appelé les soldats qui ont emmené le gars ici en contrebas, un peu à l'écart. C'est là qu'ils l'ont exécuté. On était toute une foule, pas très loin derrière eux, tout un groupe qui partait jouer au foot. Ce témoignage est identique au rapport de Human Rights Watch. La NCHR admet que Fulgence Rukundo a été abattu par l'armée, mais selon cette dernière, il aurait été tué alors qu'il traversait illégalement la frontière avec le Congo, par un point de passage utilisé par les FDLR, ce groupe rebelle composé d'anciens génocidaires et basé en RDC. À quelques kilomètres de là, le volcan Nyiragongo domine le paysage. Ces montagnes délimitent la frontière avec la RDC, mais ici, aucun villageois n'a entendu parler d'incursion de FDLR depuis de longues années et personne ne connaît Fulgence Rukundo.
Il ne nous faut pourtant que quelques minutes pour trouver des proches de 2 personnes abattues par l'armée fin 2016, Janine Mukeshimana et Benjamin Niyonzima. Ils étaient 7 personnes à revenir des champs. Parmi ces 7, 2 hommes ont été arrêtés puis tués. Ce sont nos soldats rwandais qui ont fait ça. Ces jeunes auraient été tués parce qu'ils faisaient du trafic transfrontalier. Là encore, le témoignage correspond aux affirmations de l'ONG américaine. Recontactée par la suite, la Commission rwandaise des droits de l'homme n'a pas souhaité réagir. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Les créateurs et bâtisseurs de Brasilia avaient rêvé, dans les années 1950, d'une ville capable d'offrir une vie meilleure à sa population. Que reste-t-il aujourd'hui de ces idéaux? Brasilia questionne la modernité. Construite pour 500 000 habitants, la cité brésilienne en accueille aujourd'hui 3 millions. Et les projections envisagent 5,6 millions à l'horizon 2030. Brasilia est donc également la capitale d'un pays secoué par d'importants mouvements sociaux et une profonde crise de confiance envers sa classe politique. Nicolas Ransom, Marlène Aberard, Tadeu Prado. Je vous ai amené quelque chose de spécial. Cette photo est inédite. Elle a été prise en 1958. Ici, c'est où se trouve aujourd'hui le Congrès national. Ça, c'est moi, Claudio Nor. Et ça, c'est un autre candango, Chico Livrogne. On était là. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Ce que vous voyez là, c'est le futur Congrès national. Ils sont bien rares, les constructeurs de Brasilia encore vivants. Claudio Nor Pedro dos Santos est ce que l'on appelle un candango, un des bâtisseurs de la capitale. Si je devais tout bâtir de nouveau, je le referais. Parce que ça a été très gratifiant. Ça a été de très bons moments. Une merveille, une merveille. Brasilia, c'est tout pour moi. Claudio Nor est une des mémoires de la ville. Sur ce lieu qu'il a construit de ses propres mains, ses souvenirs sont intacts. Ici, c'était un immense terrassement, avec des tracteurs partout, partout. Il n'y avait pas d'immeuble, il n'y avait rien. Ça n'était que de la poussière rouge, avec des tracteurs partout, surtout au niveau des ministères. Et ici, où se situe le Congrès national, ça n'était que de la terre. Il n'y avait rien. Cujo eixo monumental é constituído por conjunto de amplas avenidas e esplanadas. Brasilia est sortie de terre en quelques instants. La ville, imaginée par le président Juscelino Kubitschek, est élégante et originale. Imposant, les monuments de l'architecte Oscar Niemeyer interpellent. Brasilia questionne la modernité. Lors de sa construction, elle symbolisait l'Eldorado. Pour visiter Brasilia, nous avons fait un voyage dans le temps grâce à cette vieille voiture. Ocre, compacte et robuste, elle a marqué toute une génération. Son nom, la Brasilia. Un hommage au Brésil et à sa capitale. La ville est vaste, vous pouvez voir loin, voir l'horizon. C'est une ville qui va de l'avant, qui fonctionne. Il n'y a pas d'embouteillage ici. Daniel Zucco est un passionné, un amoureux de Brasilia. Ce journaliste sillonne aujourd'hui la capitale à bord de son petit bijou pour réaliser des interviews. Son émission s'appelle Ma Brasilia. L'idée de ce programme dans cette voiture, c'est de montrer à quel point les gens aiment Brasilia. Donc on utilise une voiture qui a le nom de cette ville, une voiture qui a une histoire. Les gens ont un lien avec cette voiture, une histoire à raconter. C'est une Brasilia qui sillonne Brasilia. On parle de Brasilia et très souvent avec des gens de Brasilia. La ville est un mouvement perpétuel d'automobiles, rarement interrompu par des feux. Des centaines de petits ponts, des tunnels, des bretelles d'accès.
Il y a de quoi donner le tournis. Ici, les noms des rues et des quartiers sont des sigles minutieusement pensés, mais incompréhensibles par le profane. Un grand projet intégralement planifié, dessiné, et une ambition, concentrer le pouvoir du pays. Tous les organes sont représentés. Daniel souligne d'ailleurs une particularité. Ici, la population a accès au pouvoir. Le Congrès national n'a pas de grille. Le palais du Planalto, là où le président travaille, n'a pas de barrière. Bien sûr, vous devez vous identifier en rentrant, mais il n'y a pas de barrière. Les personnes peuvent s'approcher et peuvent même le toucher. Ça, c'est génial. Les deux architectes qui ont imaginé tout ça, Luis Costa et Oscar Niemeyer, pensaient à cela. Le peuple doit pouvoir accéder au pouvoir. À Brasilia, on touche, on voit le pouvoir. Alors tous les jours, des centaines de Brésiliens viennent se faire entendre aux fenêtres des assemblées. Les manifestations sont monnaie courante, à quelques mètres des sénateurs qui votent les lois. Plus de justice, fin de la corruption ou même le retour des militaires au pouvoir. On s'insurge, on revendique. Brasilia est explosive. Les cris du peuple sont l'écho de la ville. Ce qui devait être sa force se retourne désormais contre elle. Brasilia est très distante des grands centres brésiliens. C'est difficile d'amener la population ici, parce que c'est loin de Sao Paulo, c'est loin de Rio, c'est loin du sud, du nord. Brasilia est devenue une île. Brasilia, c'est la politique à fleur de peau. Tous les jours, il y a des débats dans les ministères avec toute cette quantité de fonctionnaires. C'est le pouvoir dans un même lieu, une véritable cocotte-minute politique. Au milieu du désordre, le jeune Fernando. Pour la première fois de l'histoire, son groupe d'activistes campe sur la pelouse du Congrès. 30 jours de siège et de lutte, et il espère bien faire plier le pouvoir. Fernando vient d'une famille modeste de Sao Paulo. Dans les années 60, c'est l'espoir et l'optimisme qui menaient les gens à Brasilia. Fernando, lui, vient pour exprimer sa colère et son dégoût. Pour moi, Brasilia, c'est l'abandon du peuple. Ils essaient de prendre soin de tout le monde, mais au final, ils ne prennent soin de personne. Et personne ne sait ce qui se passe ici. C'est une ville au milieu de nulle part. Et j'ai l'habitude de dire que c'est une ville au milieu du désert, oubliée de Dieu et du peuple. En réalité, le peuple brésilien ne s'intéresse pas à ce qui s'y passe, et quand il l'apprend, c'est la désillusion. Il est 5 heures du matin. Antonia vient de rater son bus. Elle habite en périphérie, dans une ville dite satellite, loin du centre du pouvoir. Tu viens d'aussi loin ? Mon Dieu, c'est dur. Et tu pars de chez toi à quelle heure en général ? 5h05. Comme des centaines de milliers de travailleurs, Antonia se sent en marge de la société. Elle fait partie de cette classe au service des élites. On n'a déjà pas les mêmes privilèges que les gens qui habitent dans le centre. Là-bas, ils ont une assurance santé. En habitant si près, ils ne doivent pas subir ce que l'on vit. Avec 1h30, 2 heures de transport, notre vie est bien différente. On n'a même pas la moitié de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, la capitale grossit 3 fois plus vite que toute autre ville du Brésil. Initialement prévue pour accueillir 400 000 personnes, les projections pointent 5,6 millions d'habitants en 2030, 15 fois plus que le projet initial imaginé par l'urbaniste Lucio Costa. Les populations modestes n'ont cessé d'affluer, la ville déborde et sature. Après 1h30 de périple, c'est la dernière étape, connexion dans la plus grande gare routière du Brésil. On va attendre le bus. Il est déjà plein. Faut prendre l'autre. Trouver sa destination parmi les 316 lignes de bus, se frayer un chemin au milieu des 600 000 personnes qui passent ici chaque jour. Un parcours du combattant. À Brasilia, les 2 seules lignes de métro ne suffisent pas.
Dans cette ville, tout va se terminer en conflit. Va arriver le jour où tout le monde va se révolter. On en parle déjà sur les réseaux sociaux. C'est pas bientôt. Nous avons rencontré Elimar Nascimento, sociologue et spécialiste de Brasilia. Pour lui, les pouvoirs publics doivent agir au plus vite afin d'éviter le pire. Si les choses continuent de cette manière, on aura affaire à un environnement explosif. Un endroit où les travailleurs pauvres ont un sentiment d'injustice très fort. La perception que ces inégalités sont injustes augmente dans le pays et en particulier ici à Brasilia. Après 2 heures de transport, Antônia arrive enfin à son travail. C'est le début de sa journée. Au même moment, dans la Lagoa Sul, l'un des quartiers les plus huppés du Brésil, João Amaral, célèbre agent immobilier de Brasilia, se rend lui aussi à son travail. Dans ce quartier, le PIB par habitant est équivalent à celui du Danemark. Ce pont est très beau. C'est l'une des cartes postales de Brasilia. Le pont Kubitschek et ce lac, c'est une vraie beauté. Dans le projet souhaité égalitaire, ce lac artificiel était le bien de tous, mais les riches propriétaires en ont fait un usage privé. Des palmiers, de luxueuses villas cachées par de hauts murs, on se croirait presque à Hollywood. Une maison comme celle-ci coûte entre 1 et 2 millions d'euros, voire même 3. C'est le prix pour une maison de ce type. Malgré la crise économique foudroyante, le marché immobilier du luxe reste très dynamique ici. Cette maison, par exemple, elle doit être louée à un ambassadeur, loyer 6 000 euros par mois. Tout en étant dans le sauna, vous avez un système qui permet d'accéder directement à la piscine. L'accès est là et vous rentrez directement dans la piscine. À Lagoa Sul, les habitants ont des revenus 19 fois plus élevés que ceux du quartier le plus pauvre de Brasilia. Les piscines et les jardins privés rappellent que la capitale d'aujourd'hui est bien éloignée de la ville égalitaire imaginée il y a 55 ans. Car à 10 km du centre, voilà l'autre visage de la ville. La toute récente favela de Santa Luzia. Un immense champ de baraquements fait de matériaux récupérés et de tôles. Dans ces déchets s'installent chaque jour des dizaines de nouvelles familles. Ici, l'État est incapable de contrôler le flux migratoire incessant. Pour ces Brésiliens, le rêve de cette terre d'Eldorado est déjà bien loin. Mon gars, ici, c'est triste. Luciano vit dans ce taudis avec ses 4 enfants. Brasilia, c'est devenu un chaos que personne ne soupçonne. Il y a beaucoup d'argent, mais pour les pauvres, il n'y a rien. Beaucoup de personnes qui viennent du nord-est repartent une main devant, une main derrière, car ils n'ont rien. Là-bas, c'est plus facile de vivre. Ici, c'est de pire en pire chaque jour. Les habitants de Santa Luzia survivent notamment grâce à l'association Vivre. Ce matin, Irène et Daniel vont rendre visite aux parents qui ne savent plus comment s'occuper de leurs enfants. Une situation qui révolte cet assistant social. On fait face à un total abandon de cette communauté. Ils laissent les gens se débrouiller tout seuls. Tout cela parce qu'il n'y a pas de politique de logement adaptée. Mais les gens doivent trouver un toit. Ils doivent faire face, de quelque manière que ce soit. Face à des pouvoirs publics inexistants, l'espoir repose aussi sur des initiatives privées. Bonjour, madame la directrice, comment allez-vous? Joao, l'agent immobilier, connaît bien Maria de l'association Vivre. Ensemble, ils ont œuvré pour les rénovations de cette salle multisport, au grand bonheur des jeunes filles de Santa Luzia. La plupart de ces enfants ont été sauvés de cet environnement. Et aujourd'hui, ils passent la journée ici, ils font leurs devoirs ou des activités culturelles. Et comme ça, on apporte un soutien supplémentaire à cette communauté. Le rêve que Joslino Kubitschek salue de la main n'a pas su grandir. Pour beaucoup, sa capitale n'est plus qu'une utopie fissurée. Mais Daniel, l'amoureux de Brasilia, et Claudio Nor, le bâtisseur, s'accrochent encore à cet idéal de cité magique. Eu peço, como Candango, como criador dessa cidade, trabalhador dessa cidade desde o início,
é que o nosso povo seja mais solidário, seja mais amigo, que Brasília seja diferente, que Brasília continue sendo como era antigamente. O senhor ainda ama a cidade? Essa cidade eu amo de coração. Eu amo de coração. Isso aqui para mim é a minha vida. Brasília para mim é a minha vida. E é a minha vida. Seu Claudionor, muitíssimo obrigado pelo papo. E eu devo confessar que eu sou candango. A cidade não está pronta. Eu me considero um construtor da cidade porque a gente ainda está fazendo Brasília acontecer. E eu agradeço de verdade a coragem. Obrigado, filho. Obrigado, filho. De o senhor ter vindo fazer a minha cidade. Obrigado, filho. Hoje eu ganhei o dia. Que cachent les larmes de Daniel? De l'espoir ou des craintes? Lui veut y croire et Brasilia continue à faire rêver. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. La paix entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et la guérilla des FARC ouvre une nouvelle ère en Colombie. Après un conflit qui a fait plus de 200 000 morts, l'heure est à la réconciliation. C'est ainsi que Juan Pablo Escobar, fils du célèbre narcotrafiquant, rencontre les victimes de son père pour rompre le cycle des vengeances sans fin. Le pays entier, galvanisé par la visite du pape François en septembre dernier, aspire à la fin de la violence. Mais les blessures de la guerre sont encore très vives. Son reportage, signé Pascal Mariani et John de los Rios. Un dimanche de septembre, à Carthagène, la cité caribéenne s'apprête à recevoir la visite du pape François. Dans la foule, deux hommes en noir sont venus de loin pour y assister. Il est un symbole de réconciliation et de paix. Ces mots, pour la Colombie, sont très importants en ce moment. Juan Pablo Escobar est le fils de Pablo Escobar. Jorge Lara, lui, est le fils d'un ministre assassiné par le célèbre narcotrafiquant. Ils vont voir ensemble le souverain pontife pour sceller leur réconciliation. À l'entrée de l'église, ils ne passent pas inaperçus. Le pape argentin est venu en Colombie pour parler de réconciliation. Le message tombe à pic. La guerre qui déchire le pays depuis plus d'un demi-siècle est officiellement terminée. On est tous saturés, c'est comme si le ciel nous envoyait un signal pour nous aider et nous dire maintenant ça suffit. La foule massée devant l'église n'apercevra le pape que quelques minutes. Juste assez pour renouveler la ferveur d'un pays à grande majorité catholique. À l'intérieur, Juan Pablo Escobar et Jorge Lara ont pu l'approcher de près. Plus que jamais, ils croient en une grande réconciliation nationale. C'est viable. Lui et moi, on devait s'entretuer. Maintenant, on est amis. Nous avons fait le choix de l'amitié et de la paix. Paix et réconciliation sont dans l'air du temps en Colombie. Mais les blessures de la guerre sont encore fraîches. La guérilla des FARC vient de rendre les armes après avoir signé la paix avec le gouvernement. Dans ce cimetière de Bogota, les ex-guerrilleros commémorent ce jour-là la mort de Monoro Roy, leur chef militaire, tué dans un bombardement en 2010. L'hommage a fait polémique. Les Colombiens ont une image très négative de Monoro Roy. Ils se souviennent de lui comme de celui qui gardait les otages dans des cages ou comme le responsable de la mort de beaucoup de policiers. C'est quelque chose de très délicat. Il y a tellement de haine, papa. La Colombie a accumulé tant de peur. Aujourd'hui, moi, ton fils, en ton nom, je demande pardon à la Colombie pour la guerre. Les FARC sont devenus un parti.
Leur symbole, une rose rouge, tendue pour la réconciliation. Mais leur entrée en politique a de nombreux détracteurs. La justice transitionnelle prévue par l'accord de paix tarde à voir le jour. Certains craignent que des milliers d'enlèvements et d'assassinats ne restent impunis. Tous ceux qui continuent d'attiser la haine dans la société colombienne ne se sont pas rendus compte que ce conflit est terminé. La réconciliation et l'accord de paix impliquent justement qu'il n'y ait pas un récit unique de notre histoire nationale. Tous ceux qui ont participé à ce conflit doivent pouvoir raconter leur version des faits. Un travail de mémoire nécessaire pour les belligérants comme pour les victimes. Au cœur de Bogota, un centre pour la mémoire se dresse depuis 2010. Nous avons voulu faire un centre pour la réflexion, pour éveiller les consciences en racontant l'horreur. Le centre est bâti sur un ancien cimetière, comme pour ne pas oublier les 220 000 morts du conflit. Il promeut la construction, à partir de l'histoire de chacun, d'une mémoire collective de cette guerre aux multiples acteurs qui a traversé les générations. Ici, par exemple, ceci représente une rivière avec des enfants morts. C'est un village où les gens vivaient tranquillement jusqu'à ce que des hommes armés arrivent et tuent les habitants. Ils racontent cette histoire en cousant des tissus. On appelle ça la couture de la mémoire. Nous sommes en train de terminer ce cycle de conflits armés, fait d'insurrection et de contre-insurrection. Cette réconciliation implique qu'il y ait justice, réparation. La satisfaction des victimes est une garantie de non-répétition. Ça ne va pas être facile, la transition prendra au moins une décennie, je pense. C'est le défi du post-conflit. Éclaircir le passé pour pouvoir tourner la page. Carthagène, 2 semaines après la visite papale. Pablo Escobar a été tué en 1993, mais le mythe du parrain a la vie dure. Depuis 10 ans, Juan Pablo va à la rencontre des victimes de son père pour demander pardon. Comme Jorge Lara, tous ont accepté sa main tendue. La plupart de ceux qui critiquent ce type de démarche n'ont pas vécu la violence, comme l'ont vécu de nombreuses familles colombiennes. Ce qui est triste et paradoxal, c'est que ceux qui ont été le plus touchés par cette violence sont ceux qui sont le plus disposés à pardonner. Dans ce quartier sensible de Carthagène, un prêtre a invité les 2 hommes à rencontrer des lycéens. Vous allez être les premiers à écouter ce témoignage de réconciliation. Je voulais me venger. Je voulais le tuer. Je l'ai même planifié quand j'avais 12 ans. Son père, Rodrigo Lara, était ministre de la Justice quand il a été tué par Escobar en 1984. Sa mort a déclenché une décennie de guerre entre l'État et les narcotrafiquants. La vie de mon père n'est pas digne d'être imitée, surtout pas. Il a causé beaucoup de mal et il a légué au pays toute une culture de violence. Le jeune public semble conquis. Mon intention n'est pas de rechercher la notoriété, mais de réveiller la conscience de ces jeunes. Mais bien sûr, ceci amène parfois ce genre de gratification. Les Colombiens se cherchent à présent de nouveaux modèles, sans armes et sans rancœur. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Il existe au nord de Paris un véritable sanctuaire gothique, la Picardie, qui abrite 6 des plus majestueuses cathédrales d'Europe. Depuis près de 1000 ans, elle rayonne dans le ciel de France et constitue aujourd'hui encore de véritables prouesses architecturales. Ce soir, dans Code 24, nous vous faisons découvrir 3 d'entre elles. Soissons, Beauvais, dont la voûte est la plus haute du monde, et Amiens, plus vaste cathédrale de France, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Reportage. Il existe au nord de Paris un véritable sanctuaire gothique, la Picardie.
À elle seule, cette région abrite 6 des plus majestueuses cathédrales d'Europe. Depuis près de 1000 ans, elle rayonne dans le ciel de France. C'est une prouesse architecturale. Et ça devient si exceptionnel que cet art qu'on appelle gothique, qui s'appelait l'art français, se répand dans l'Europe et dans l'Occident médiéval de cette époque. C'est le modèle architectural qu'il faut copier. La cathédrale, elle est un lieu de maintien d'un certain art de vivre, d'un certain art de faire. L'art gothique est une ode à la lumière. Pour faire entrer le soleil dans leurs églises géantes, les bâtisseurs se lancent dans une course vers le ciel. Ils repoussent les murs, ouvrent des fenêtres, toujours plus grandes. La première cathédrale à défier les lois de l'architecture est érigée à Soissons, dans l'Aisne. Quand on arrive à Soissons, dans la nef de la cathédrale de Soissons, on est saisi par la hauteur. Elle dépasse les 30 mètres. Donc là, c'est véritablement le schéma directeur de l'élévation intérieure des grandes cathédrales gothiques. La cathédrale de Soissons incarne le passage de la première à la deuxième période gothique, plus spectaculaire encore. Son bras sud, bâti en 1170, est un vestige exceptionnel de la première phase. Il y a, dans les années 1190, subitement un changement dans les élévations. On va passer de la fin magnifiée de la première architecture gothique au début de l'architecture gothique classique à 3 niveaux. Le haut de cette colonne est une partie plate que l'on appelle le taloir. Et bien le taloir, dans les années 1175-1190 à Soissons, est situé à 4,55 m, alors que, regardez, juste à côté, le taloir de la nouvelle génération de l'église gothique, il est situé à 8,88 m, c'est-à-dire quasiment au double de la valeur initiale. À 100 km à l'ouest de Soissons se dresse Saint-Pierre de Beauvais. Avec cette cathédrale, les bâtisseurs défient littéralement les lois de la physique. La voûte de la cathédrale de Beauvais est la plus haute voûte du monde. Elle est connue pour arriver au point terminal de l'évolution de l'art gothique. Après la hauteur de voûte de 48 mètres qui est atteinte ici, on ne fera pas plus haut. Pour relever ce défi monumental, les créateurs ont redoublé d'ingéniosité. Mais les lois de la nature auront raison de la folie des hommes. En 1284, c'est le drame. Mais le problème de Beauvais, c'est que dans le fond de vallée, avec une église aussi haute qui dépasse les plateaux environnants, les effets du vent sont considérables. Et par une journée d'ouragan, il va y avoir des tremblements successifs qui vont faire qu'en fait, eh bien, les voûtes du chœur s'effondrent. Au-dessus de ces voûtes de 48 mètres se cache la charpente d'origine, en bois. Elle abrite une relique de chantier qui n'a pas bougé depuis près de 1000 ans. Sans cet outil, les hommes n'auraient jamais bâti ces colosses de pierre. C'est la cage à écureuil. Vous avez un homme qui se met à l'intérieur de cette cage, qui la fait tourner, et la roue tournant, démultipliant la force de l'homme, évidemment, va permettre de hisser des charges au bout de cette corde, et des charges qui vont être considérables. Avec le temps, ces joyaux de pierre fatiguent. Pour les sauvegarder, pour qu'ils continuent à briller, il faut sans cesse les restaurer. C'est aujourd'hui le cas de la cathédrale d'Amiens. La nef sud est en pleine rénovation. Restaurer une cathédrale, c'est lui donner une meilleure actualité, c'est-à-dire l'adapter aux usages d'aujourd'hui, mais aussi et surtout lui redonner sa lisibilité. Lisibilité de son image, alors donc on a l'image d'une belle cathédrale, mais aussi la vérité de toutes ces techniques qui l'accompagnent. Les tailleurs de pierre, les maîtres verriers. Donc ma mission, c'est faire en sorte que ce ne soit pas seulement une belle image d'histoire de l'art, mais que la cathédrale soit aussi un vrai conservatoire de savoir-faire. L'enveloppe extérieure de la cathédrale d'Amiens est un sommet de la sculpture gothique. Le propre de la cathédrale gothique, c'est de présenter un portail médiéval sculpté. C'est-à-dire qu'une cathédrale, non seulement c'est beau parce que c'est harmonieux, mais ça présente également une statuaire de très très haut niveau. C'est aujourd'hui comme si vous alliez voir les plus belles œuvres sculptées dans un musée. Autrefois, elles étaient à disposition de la ferveur, de l'admiration. En fait, on cherchait à mettre les hommes du Moyen-Âge en contact avec la beauté. Notre-Dame d'Amiens est la seule cathédrale achevée au Moyen-Âge. C'est aussi la plus vaste de France.
en volume fait 200 000 m3, donc il y a 2 fois le volume de Notre-Dame de Paris qui peut être contenu à l'intérieur. En 1981, consécration universelle. La cathédrale d'Amiens entre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Amiens est une bonne synthèse de tout ce qui se fait de mieux dans l'art gothique, sans aucun doute. À la tombée de la nuit, la vieille dame reprend ses couleurs d'antan. Cette robe chaleureuse qu'elle arborait il y a près de 10 siècles. Portée par la fine fleur des créateurs ibériques, la capitale catalane a accueilli la 20e édition de la Fashion Week de Barcelone. Si la renommée de la ville n'égale pas encore celle des grandes capitales de la mode, les collections présentées lors de l'événement rivalisent de créativité et de fantaisie, réaffirmant ainsi la place prépondérante de l'Espagne dans l'industrie de la mode, bien au-delà de la grande distribution. Reportage. La mode, la vraie, celle qui dérange, c'est sur France 24. La mode espagnole, elle peut être très drôle, en fait. Oui, c'est un peu comme la manière de vivre que nous avons, nous les Espagnols. Nous sommes très extrêmes, nous sommes très passionnés, cela se reflète dans la mode aussi, bien sûr. Pour sa 20e édition, la Fashion Week de Barcelone a invité la fine fleur des créateurs de mode espagnols. Pour la griffe Brain & Beast, habiller les corps, c'est combiner raison et émotion. Il est nécessaire de se souvenir de ce que nous avons perdu pour construire le futur. La mode, pour moi, c'est un style de vie, ce n'est rien d'autre. C'est un moyen d'expression contradictoire et joyeux. Quel est le concept de votre mode? Fondamentalement, pour moi, la mode, et c'est comme ça que je la conçois, c'est donner un point de vue, dire ce que je pense de la vie. L'hôpital Sant Pau est un chef-d'œuvre art nouveau du début 20e. La Fashion Week de Barcelone y célèbre avant tout la création. Maria Rock s'est inspirée du kintsugi, l'art japonais de la reconstruction des céramiques brisées. Les designers espagnols ne s'enferment dans aucun carcan stylistique. Je crois qu'en Espagne, évidemment, on peut trouver un beau design méditerranéen, très fluide, peu couvert. Il n'y a pas un style espagnol, parce qu'au final, on peut aussi trouver ça en Italie. Il n'y a rien qui pourrait vous faire dire « c'est espagnol ?» Non. Plus que tout, c'est méditerranéen. Pour fuir la grisaille parisienne, la Française Sybille Orest a choisi de s'installer à Barcelone. Depuis presque 15 ans, elle dirige le studio de création de la marque Escorpion. Vous pouvez toucher, c'est un tissu assez curieux et tout est en tricot. Oui, c'est vrai qu'au toucher, on dirait du néoprène. Oui, exactement. Alors que c'est tricoté ici. C'est tricoté ici, oui, tout à fait, avec des techniques de tricotage d'ici, parce qu'il y a vraiment des grands tricoteurs ici, enfin des grandes fabriques de tricot qui sont vraiment des grands professionnels avec une connaissance très très profonde du tricot. Donc c'est vraiment travailler avec eux. Tous les jours on apprend et tous les jours on essaye des choses différentes et c'est ce qui est merveilleux. Ce n'est pas seulement le soleil qui attire les créateurs à Barcelone. Une myriade de manufactures subsiste encore en Catalogne. Les ateliers d'Elena Estaun sont à 2 pas de son studio. Le concept de la marque. Nous sommes une marque de bijoux pour des gens extravagants, qui aiment briller, qui aiment s'amuser avec la marque. Ensuite, il y a des vêtements pour être super stylés, pour briller, exprimer la personnalité de la femme. C'est pourquoi la collection s'appelle Métamorphosis. Elle représente l'adaptation des femmes à travers le temps et les époques. Margareta Missoni est la marraine de cette 20e édition. Héritière de la griffe italienne mythique des années 50, connue pour ses imprimés colorés et fleuris, elle est aujourd'hui un mannequin iconique, une créatrice de vêtements et une militante pour les droits des femmes. Moi, je suis grandie avec des convictions. J'ai pensé que c'était quelque chose de normal d'avoir les mêmes droits, le même respect comme les hommes. Dans ma famille, c'est comme ça. Et moi, j'ai eu le besoin un peu de retrouver la féminilité, un peu de regagner ça. Mais maintenant, je vois que c'est pas comme ça.
on est un peu retourné en arrière. Moi, j'ai pas des filles, j'ai que deux garçons, mais je crois que ça serait plus difficile d'éduquer une fille aujourd'hui. Ce serait un peu plus compliqué. La Fashion Week de Barcelone est financée à 80% par le gouvernement catalan, le reste par des sponsors. Il s'agit de sauvegarder l'image de la ville et bien sûr ses infrastructures textiles. Nous essayons de donner une portée internationale maximale à nos designers et à nos créateurs, notamment en visant le grand public. Nous sommes présents dans le monde entier parce que Mango, Zara, Desigual sont des entreprises de notre pays qui rayonnent à l'international. Mais nous évoluons avec l'arrivée d'une nouvelle vague de créateurs et d'industriels situés dans une gamme de prix plus élevée. Ils ont un grand potentiel de par le monde. Barcelone est encore loin derrière Paris, Milan, Londres et New York, mais la ville vit néanmoins au rythme des tendances actuelles, comme par exemple celle très prisée des amateurs, talons hauts plus chaussettes. C'est une tendance que nous aimons beaucoup. Les chaussettes avec les sandales, c'est quelque chose de tellement personnel. C'est un phénomène récent, même les influenceuses célèbres portent des chaussettes. On le voit aussi dans les défilés, ce qui a aussi lancé la tendance. Les gens aiment venir voir les nouveautés, comme le talon haut avec une chaussette brillante ou transparente. La chaussette claquette, une tendance internationale qui se porte au féminin comme au masculin. Peut-être le reflet du désir de Barcelone de mettre un pied dans la cour des grands. Thank you very much. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Je vous dis à la semaine prochaine.